expliquer quels sont le futur des puces, donc les puces qui montent. Je suis Philippe Viexorek, donc je suis directeur innovation dans le pôle Minalogic. Minalogic, c'est le pôle des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai plutôt une focalisation intelligence artificielle à l'heure actuelle. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Marie-Sophie Masselot du CEA Leti. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour, oublie pas le micro. Également Stéphane Capelli, qui est hardware designer chez Ayrton. Bonjour. Et enfin Christian Verbruge, qui dirige le business développement Europe chez Grey Matter Lab. Le micro est éteint. Bonjour. Non, c'est bon. Bonjour. C'est bon. En guise d'introduction, j'aimerais bien effectivement que vous puissiez vous présenter individuellement. On va commencer par les dames. Marie-Sophie, honneur à toi. Même si mes collègues ont trouvé qu'il n'y avait plus besoin d'être galant. Donc, certains de tes collègues. Donc Marie-Sophie Masselot, je suis en charge des partenariats industriels et institutionnels au CEA. Je fais partie du CEA Leti, donc l'Institut de microélectronique qui est basé à Grenoble, et plus particulièrement du département système, donc qui va travailler sur tout ce qui est intégration de nouvelles technologies et facilitation de l'intégration de nouvelles technologies dans les systèmes. Aujourd'hui, je vais prendre ma casquette cybersécurité parce que dans ce département, on a une activité qui est sur 3 axes. L'axe étude des vulnérabilités, des futures attaques. On héberge en particulier un CESTI, donc un centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information, qui va permettre de faire une évaluation sur le matériel. Moi, je parle de matériel, donc carte à puce, système embarqué. Donc, qui va permettre de faire une évaluation de sécurité en vue d'une certification. La certification est donnée par l'ANSSI. Donc on travaille beaucoup sur tout ce qui est vulnérabilité, bande d'attaque. Il faut du coup que ce CESTI ait toujours des bandes d'attaque à la pointe et qui puissent permettre d'anticiper les futures attaques. On a ensuite un gros travail de sécurisation des composants. Donc j'en reparlerai, je ne vais quand même pas tout détailler. Et puis, qu'est-ce que la sécurité au niveau d'un système embarqué? Voilà. Merci. Stéphane, peut-être? Bonjour, Stéphane Capelli. Moi, je suis designer hardware à Ayrton, donc concepteur électronique. Ayrton, c'est un spécialiste de l'IoT depuis un peu plus de 10 ans, 15 ans. Et donc notre métier, c'est de faire des objets connectés. Alors maintenant, tout est connecté, donc ça veut un peu plus rien dire. Mais donc c'est de faire des objets intelligents. Et au sein de Ayrton, donc on intègre la spécificité de Ayrton, c'est qu'on essaye d'accompagner un maximum nos clients, nos partenaires sur toute la chaîne des métiers autour de l'IoT. C'est-à-dire qu'on a des gens qui font du hardware, du firmware, du Linux, du débarqué, du cloud, de l'appli mobile, et également de la méca et de la sécurité, puisque la sécurité intervient un peu sur toute la chaîne. Donc on a des gens qui s'occupent de ça également chez nous. Et donc on fait des produits assez différents avec des startups ou alors avec des gros comptes. Et donc notre métier, c'est vraiment bureau d'études. Merci beaucoup. Christian? Bonjour, donc je suis Christian Verbruge. Ça fait plus de 18 ans que je travaille dans la robotique, la vision industrielle et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je travaille chez Grey Matter Labs. Je suis responsable du site français. Et je m'occupe du business développement en Europe. Grey Matter Labs a été créé en 2016, c'est une spin-off de la Sorbonne. C'est une start-up. On a levé à peu près aujourd'hui 29 millions de dollars. Et notre vision, c'est de développer une IA différente qui prend en compte la sparsité qui est inspirée du cerveau humain. Donc la puce que je vous montre ici, qui fait 8 par 8, c'est cette nouvelle génération de puces qu'on a développée. C'est la deuxième. Qui sort en mars 2022 et donc qu'on a lancé en production et que vous pouvez voir en démonstration. Elle est vraiment différente et elle est aussi puissante qu'un GPU Xavier, pour ceux qui connaissent. On a des performances et elle consomme maximum 3 watts.
J'ai aussi, c'est un projet personnel, c'est important, je suis ingénieur et aujourd'hui on a du mal à trouver des ingénieurs qui connaissent l'IA et les outils qui vont avec. Et donc on a lancé une initiative avec la société ERM pour le développement d'un kit d'éducation applicatif qui permet d'apprendre l'intelligence artificielle dans son global et de permettre aux ingénieurs d'apprendre ce que c'est qu'il y a aujourd'hui et de pouvoir, quand ils sortent de l'école, de trouver la nouvelle génération d'IA dans le futur. Et je suis pour la souveraineté nationale et européenne. Et c'est par nos jeunes qui sont, c'est fini pour moi, c'est trop tard. Mais pour la souveraineté européenne, c'est par les jeunes qu'on va compenser notre manque en intelligence, dans l'intelligence artificielle. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc schématiquement, vous voyez qu'on a un joli panel très schématiquement plutôt cybersécurité, plutôt IA et plutôt usage et IoT. Donc je pense qu'on va pouvoir couvrir ce sujet de manière exhaustive. Donc j'ai envie de vous demander déjà quelles sont les puces qui montent, quelles sont les tendances, pourquoi on n'a pas besoin de puces traditionnelles comme un CPU Intel ou un STM32, parce qu'on fait déjà pas mal de choses là-dessus. Donc quelles tendances vous voyez, pourquoi on fait des puces spécialisées justement? Qui veut prendre ça au tour à tour? Alors nous, on est utilisateurs, donc on n'est pas encore sur les puces qui sortent juste. Nous, c'est plus, on a un retour d'expérience par rapport aux produits qu'on a pu utiliser. Et j'ai envie de dire, pour les puces qui montent, moi le sujet c'était pour savoir ce qu'on appelait finalement les puces qui montent. On prend le smartphone, on ouvre. Et puis là-dessus, on voit en fait tout ce qu'on peut avoir autour de ça. Donc c'est le gros processeur qui devient de plus en plus gros parce que les technologies s'améliorent, ça va de plus en plus vite, ce qui n'est pas sans poser de problème également. Et puis on a tout ce qui est petits composants parfois un peu spécialisés qui sont autour. Donc des IC très spécialisés alors autour surtout de la connectivité, du Wi-Fi, du BLE et des choses comme ça. Et donc on a ces deux environnements et puis on a une tendance avec un flou qui s'installe. C'est-à-dire qu'avant c'était très cloisonné au niveau de ces métiers. Et puis finalement, maintenant on se rend compte que les processeurs, les mondes se rencontrent. Dans le sens où au sein d'un même processeur, on va avoir tout ce qui est partie connectivité. Tout ce qui était avant sur une carte électronique arrive maintenant sur une puce. Avec la réduction des technologies, on va tout mettre au sein d'un même package. Donc on va parler des systèmes on module, des SOM, des SIP, des SOC. Alors après, c'est un peu tout mélangé, mais on arrive à tout mettre dans un seul et même package. Maintenant, on parle même de package in package. Et donc on a ce monde un flou qui se fait. Et en fait, on a plein de produits qui vont être pas dans une seule case, mais dans plusieurs. Et de la même manière, tous ces processeurs qui étaient très puissants, maintenant avec l'évolution des technos, viennent dans le monde de l'embarqué. Elles sont de moins en moins énergivores, elles sont de plus en plus petites, elles vont pouvoir être embarquées dans des produits embarqués et donc permettre de l'edge. Et à côté de ça, on en a d'autres qui vont plus s'orienter vers de l'ultra low power, qui vont permettre vraiment d'avoir des grosses performances avec une batterie, ce qui est un vrai problème, ce qui est un vrai enjeu sur ces types de produits. Et pareil, au niveau de la connectivité, on a plein de puces qui regroupent toute la même connectivité en un seul sein, ou alors des chips qui vont gérer tous les protocoles qu'on connaît. Sur le même chip, vous aurez du Zigbee, du BLE, du Thread, différents protocoles de ce qu'on... Donc on a vraiment un flou, une zone de flou, plein de technos qui sont possibles et donc plein d'opportunités possibles, mais avec beaucoup de risques également et enjeux. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on reste un peu sur la sacro-sainte loi de Moore, effectivement avec les processeurs qui réduisent en taille, qui montent en puissance, avec des contraintes supplémentaires de consommation et effectivement de puces qui ne viennent pas juste pour faire du traitement de calcul, mais également de la connexion. Et on arrive maintenant à faire des puces qui sont dédiées à des usages assez génériques, en intégrant des fonctions diverses, quitte à les désactiver dans certaines utilisations. On a des produits qui deviennent à la fois très généralistes et ultra spécialisés. Et alors pour la loi de Moore, après, on arrive quand même à un moment donné où ça devient compliqué. Intel a rencontré pas mal de difficultés ces derniers temps sur leur ligne de prod.
Et là, justement, on ouvre vers de nouvelles architectures. Tu peux nous parler? C'était justement la transition, parce que là, on reste quand même sur des processeurs génériques, d'utilisation générique, même s'il y a plus de connectivité. Mais côté cybersécurité ou IA, il y a sûrement des choses plus spécifiques. Je ne sais pas si vous voulez commenter. Je pense qu'il vaut mieux commencer par l'IA pour le spécifique. Donc, et je reviens sur Stéphane, exactement. Aujourd'hui, ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on a fait sur notre puce. On a intégré à la fois le cœur de notre IA et on a intégré tout plein d'IP qu'on a acheté, évidemment, on ne les fait pas, autour de la puce qui permettent toute cette connectivité, que ce soit les entrées-sorties, du Li2S, du Li2C, du PC Express, du USB. Alors, il y a toute une liste, hein, on en a plein. Et ça nous permet d'avoir cette flexibilité de pouvoir se connecter à n'importe quel objet. Et dans différents formats. Là, c'est un autre format qu'on a développé aussi, qu'on est en train de développer avec Adlink. C'est un format sur lequel on a notre puce qui est ici. Et ça permet d'avoir, avec ce SOM, un système on-module complet, avec toute la connectivité. Après, on peut développer toutes les entrées-sorties. Et avec ça, on a installé ROS 2. Et avec ça, on peut driver un robot complet. Donc c'est à la fois l'intégration des entrées-sorties pour avoir cette flexibilité, mais ça va encore plus loin, c'est qu'on arrive sur ce petit module, au lieu d'avoir un gros PC industriel, on a un petit PC ici qui gère un robot complet de A à Z, et avec des outils open source. Donc c'est aussi de l'autre partie, c'est qu'on est une société qui est faiblesse, et ça nous laisse, ça aussi, on fait toute l'infrastructure de la puce, mais après on peut le faire produire où on veut, en fonction des besoins de notre techno. Et alors c'est pas simple hein, de développer une puce, parce que je découvre ça depuis un an dans la société. Il faut avoir des sacrées bonnes personnes, parce que c'est pas juste de faire l'architecture de la puce, c'est derrière tous les liens qu'il y a à faire en sein de la puce pour que ça soit performant. Il suffit de pas de jeter une architecture et ça marche, quoi. Et c'est pour ça que la moyenne d'âge de notre société est entre 35 et 40 ans, pour pouvoir avoir c'est des anciens de chez Intel qui ont développé la puce, pour avoir cette architecture performante, avec low power et des performances incroyables, pour moi, qui sont incroyables. Oui. Donc, si je résume, avant de donner la parole à Marie-Sophie, la problématique est presque la même. Ça reste quand même un cœur de calcul un peu spécialisé, avec d'autres formes de connectivité, puisque effectivement Stéphane parlait plutôt de wireless, en fait, de Bluetooth, choses comme ça. Là, on est plus sur amener des signaux physiques, hein, I2C, vidéo, etc. Exactement. Et même problématique de contraintes de consommation électrique, etc. Oui. D'accord, ok. Juste, j'ai peut-être pas je suis pas le mieux placé pour en parler. De ce que j'ai compris, en fait, ce qui va changer par rapport à un Intel, parce que c'était le sujet de la question, va essayer de réduire les tailles de gravure au maximum. Ça permet en même temps de nettoyer la concurrence. En fait, c'est leur façon de procéder, c'est qu'ils vont éliminer tout le monde. Il n'y a plus que 3 constructeurs qui savent faire ces tailles de gravure. Et du coup, là, c'est une approche différente, c'est-à-dire que Intel va essayer de faire plus puissant en faisant plus petit. Et là, c'est une approche un peu différente, on va faire plus puissant, mais en mettant une architecture différente, dans le sens où on va traiter au plus près la donnée de la mémoire, et on va ne traiter que la donnée utile. Je te remercie. Je pense que tu peux l'embaucher, en fait. Je m'en vais. Mais ça me semblait le sujet important, en fait, de cette partie-là. C'est qu'on n'a pas besoin derrière ça, du coup, d'aller à la chasse au nanomètre. Parce que de toute façon, il y a un moment donné, la loi de Moore, ça a pu être bon, parce que là, on atteint des tailles où ça devient très très compliqué. Mais là, du coup, c'est un autre axe de travail qui est celui aussi d'AMD. AMD qui arrive à concurrencer Intel en ayant une approche différente, en ne mettant pas tout sur la taille de la gravure, mais sur des périphériques assemblés. Une agrégation de différentes fonctionnalités qui vont faire que, utilisées de manière pertinente, ça permet d'avoir le même niveau de performance. Merci. Je te remercie. Peut-être Marie-Sophie, les problématiques sur les aspects cybersécurité, ils sont similaires ou ils sont différents ? Alors moi, je les vois différents, en fait, puisque la cybersécurité, on a beau en parler depuis longtemps, on n'est pas encore très très avancé sur le sujet malgré tout. Donc aujourd'hui, elle a principalement été gérée au niveau logiciel, mais elle l'est encore très peu au niveau matériel. Et donc il y a une grosse réflexion en fait en cours sur l'adaptation des circuits
et comment on va faire pour que le circuit de demain puisse résister à des attaques, pas uniquement logicielles, même si on en entend beaucoup parler, et d'ailleurs ces attaques logicielles vont s'emparer des failles matérielles pour rentrer dans les systèmes, mais aussi des attaques matérielles, puisque aujourd'hui, j'avais été au FIC même il y a 2 ans déjà, et Yes We Hack nous faisait une petite démonstration de comment, avec 30 € de matériel physique acheté sur Internet, ils pouvaient déverrouiller une voiture ou changer son trajet. Donc voilà, en fait, c'est cette évolution-là qui, aujourd'hui, est juste une tendance, parce qu'on n'est pas encore, on est tous en train de se dire il faut qu'on fasse quelque chose, mais c'est l'évolution qu'on voit, nous, de notre côté. Enfin, je te rejoins sur le constat. Effectivement, on est probablement tous à risque sur la cybersécurité. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est qu'on me dit que je suis à risque, mais on ne me donne pas de solution non plus. Ou on me donne des solutions en disant jette ton produit, refais-le de A à Z, mets du hardware partout, des verrous partout, ce qui n'est juste pas possible. Donc, pour revenir sur la question, quelles sont les puces qui montent? Est-ce qu'il y a des puces demain qui vont aider à fournir des solutions? Je pose la puce à côté de mon système, et puis tout à coup, magiquement, il est sécurisé et plus personne ne peut me le hacker. Alors, il y a déjà de la sécurité dans certaines puces. ARM a sa Trust Zone. ST fournit des TPM qu'on peut intégrer. TPM Pardon. Les Trusted Platform Modules. Par contre, donc on peut faire des choses aujourd'hui. Par contre, c'est pas simple. Et comme la sécurité concerne tout le monde, c'est là où il y a un gros enjeu de compétences aussi. Vous en parliez, mais tu en parlais sur l'IA, mais sur la cyber, on a un réel problème de compétences. Donc on peut faire des choses aujourd'hui. Par contre, c'est pas simple. Et ensuite, au CEA, on travaille aussi aux architectures de demain. Alors, à plusieurs niveaux. Au niveau des processeurs, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un processeur intrinsèquement sécurisé? Donc, on travaille au design, au niveau de la micro-architecture du processeur, pour voir comment on va pouvoir rajouter de l'authentification, de l'intégrité d'exécution de code. Donc après, voilà, il y a tout un tas de niveaux et j'ai beaucoup d'experts derrière moi qui sont là pour travailler sur le sujet. Donc voilà, ça c'est une vision de demain. Et en plus, je peux aussi amener ce sujet sur la table, c'est aujourd'hui facilité par le fait qu'il y ait la communauté autour du RISC-V. Donc on fait partie du Open Hardware Group, ce qui nous fait penser qu'on va pouvoir créer une communauté aussi qui se penche sérieusement sur le sujet et qui puisse déjà fournir des processeurs auditables, parce que c'est aussi ça que ça veut dire, c'est qu'il faut pouvoir démontrer que la sécurité est bien implémentée. Et puis avoir une communauté qui fasse vivre ce processeur de demain. Mais c'est quoi la balance entre la cybersécurité de la puce et le coût de la puce? Parce que c'est une excellente question. En fait, et c'est là où on intervient beaucoup, parce qu'il y a un vrai enjeu de trouver le bon niveau de sécurité suivant l'application. Et en fait, c'est vraiment ça. On a aussi des travaux beaucoup plus simples sur comment aider la communauté de l'IoT qui a des puces ou des objets peu chers. Donc, comment les aider à intégrer de la sécurité au bon niveau pour eux, dans un premier temps, parce qu'on ne va pas tous se faire attaquer par un rayon laser demain. Mais on travaille beaucoup sur le côté consommation. Donc, c'est vrai que quand on prend la sécurité en charge dès le démarrage, le matériel permet d'avoir des performances plus importantes, mais peut être plus cher. Donc voilà, c'est vraiment ça la question, et aujourd'hui ça reste du à façon. Mais la sécurité aussi de l'IP dans les puces. Oui, il y a aussi de l'IP dans les puces. Comment on sécurise ça? On peut, alors, on peut protéger. Alors l'IP au niveau design de la puce, ou l'IP. Le cœur de notre technologie, comment on peut la sécuriser pour pas qu'on nous la pompe? Ouais. C'est un vrai sujet, ça. Alors, sur la partie ASIC, je ne sais pas, mais sur la partie code, il y a des choses qui existent par rapport à ça.
vous pouvez chiffrer Alors, ça ne se fait pas sur toute la partie du code, parce que ça serait très énergivore, enfin, ça demande beaucoup de ressources, mais c'est un des enjeux de la sécurité qui est assez méconnu, parce qu'en général, quand on parle de sécurité, on parle des données, de l'infrastructure, et puis assez peu de la copie, assez peu de l'IP finalement. On parle beaucoup de produits, mais assez peu de l'intelligence développement, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des produits qui sont simplement clonés. On a le cas de produits où le client a vu son code reverse engineeré directement posé sur le produit d'à côté, voire même pas reverse engineeré, direct, on copie le code et on le pose à côté. Donc il y a des solutions autour de ça. On avait discuté avec certains partenaires autour de ça. Et ça, en fait, la problématique vient surtout de la flash, la lecture du code en flash, et on vient crypter en fait certaines parties de code, certaines IP de cette manière-là. J'ai cru comprendre qu'il y a effectivement des techniques d'obfuscation de code qui permettent de rendre l'IP pas lisible au moment où le firmware vient s'exécuter. Pour moi, l'IP, c'est gravé. Alors, oui, j'ai compris. Ouais. Donc, c'est le code. C'est plus facile le code parce que on peut l'intégrer au boot, avoir un système de cryptage au démarrage par puce. Mais moi, c'est le problème. C'est un bon sujet, je pense. C'est l'IP sur le silicium. Comment il faut graver tout petit. Voilà. Après, il y a aussi des possibilités de protéger, de créer une enclave de sécurité dans lequel intégrer la puce qu'on veut. Mais j'avoue que, voilà, après, c'est des sujets d'empilage de niveau de sécurité. Je ne suis qu'une business développeuse et pas une chercheuse. Après, mais c'est un très bon sujet, je pense. La vraie question, c'est effectivement faire de la cybersécurité pour de la cybersécurité, c'est bien, mais quel est l'enjeu ? Je suis une ville aujourd'hui. Je gère mes lampadaires par de l'IoT, comme on le fait tous. Je me fais hacker. Au pire, on se retrouve dans le noir où on éclaire la lumière le jour. Donc, c'est pas dramatique. Je suis la même ville. Je gère mes feux de trafic. Là, je me fais hacker. C'est déjà plus gênant. Et donc, effectivement, je ne vais pas appliquer la même politique de sécurité. Et parce que derrière une politique de cybersécurité, il y a un coût, en général, qui est non négligeable. Donc, effectivement, il faut se poser la question. Le coût du hardware, quand même, est limité là-dedans, en fait. Si on prend l'exemple de Secure Element, ça ne coûte pas très cher. C'est 50 centimes, 1 euro, et ça apporte potentiellement beaucoup de solutions. Par contre, derrière, c'est tout le design qui est autour. En fait, alors, le principe, nous, en termes de Rex, le principal problème qu'on a par rapport à la sécurité, c'est le client. C'est parce que au départ du projet, il est toujours, on le sensibilise fortement à cet aspect sécurité. Et arrive le sujet du coût de dev, du produit. Et à un moment donné, on prévoit, mais on finit pas, ou alors on fait pas sur toute la chaîne. Parce que la sécurité, c'est vraiment intervenir sur toute la chaîne. Ça inclut tous les métiers. Et c'est là aussi, c'est le deuxième problème, c'est un problème de connaissance. Quand on a affaire à des clients qui sont monométiers, ils n'arrivent pas forcément à envisager cette problématique sur l'ensemble de la chaîne, que ce soit le hardware, que ce soit la partie débarquée, la partie cloud, appli mobile. Il y en a même des fois qui mettent toute la sécurité sur le smartphone. Ça, c'est le truc à éviter absolument. C'est livre ouvert. Et donc, c'est vraiment cette partie-là, connaissance, qui manque. Et puis, après, on se rend compte, nous, au sein de Ayrton, parce qu'on intègre tous les métiers en notre sein. Donc, quand on a des projets qui sont multimétiers, où on a des personnes de sécurité qui sont transverses, on arrive à intégrer cette partie-là sur toute la chaîne. Lorsqu'on a affaire à des parties de projet où on a affaire que le hard ou que le cloud, c'est plus compliqué parce que il faut intégrer des nouvelles personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées à ces sujets-là et il n'y a pas forcément de coordinateur sur ce parti sécurité. Donc la deuxième partie, c'est vraiment ce parti connaissance. Et puis après, au niveau, on a du mal à... Les clients focus souvent sur une partie, donc la GPRD. On bosse avec des gens qui sont très très forts sur la partie sécurité des données, privacy des données. Sauf qu'en fait, ça ne suffit pas d'avoir un coffre-fort qui est impénétrable. Il faut avoir aussi les bonnes clés. Il y a plein d'autres axes d'attaque. Et c'est en 2018, un casino de Las Vegas qui s'est fait transférer 10 gigas de données en Finlande parce que
il y a un hacker qui a eu la bonne idée d'aller hacker le thermomètre connecté dans l'aquarium qui était accès en Wi-Fi. Et bon, on n'avait pas pensé forcément à cet élément-là. Et donc c'est la complexité de la sécurité, c'est que c'est sur toute la chaîne, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Avec la plupart des objets connectés aujourd'hui qui vous demandent votre code Wi-Fi, votre adresse mail et votre mot de passe avant de délivrer la fonction pour laquelle vous avez payé. Mais c'est un autre débat. On va revenir sur les puces de demain. Donc effectivement, je commence à comprendre un peu mieux le paysage, mais est-ce qu'il y a des enjeux autour de ça par rapport aux puces? Vous parliez justement, enfin, je perçois un enjeu autour de conserver ma propriété intellectuelle, mon design. Moi, je viens plutôt du software, donc j'ai plutôt tendance à dire une puce, bon, je vois un truc noir avec des pattes autour, donc voilà. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers liés à ça? Et d'où vient justement cette potentielle fuite de propriété intellectuelle? C'est dans le processus de fabrication, dans le processus de design, dans le processus... Les premières fuites, c'est les personnes dans la boîte. Donc, c'est ça le premier problème. Il faut mieux les payer, c'est tout. C'est même en les payant mieux, c'est les premières fuites, de toute façon. Et ensuite, tout ce qui est sur les nouvelles puces, la grosse problématique, c'est compliqué de copier et coller parce que ça devient hyper complexe, quoi. C'est de faire un système comme ça embarqué. Je comprends pas tout déjà, donc ça veut dire que voilà, je suis ingénieur, hein, mais ce qu'ils mettent dedans, c'est hyper complexe et ça demande tellement d'étapes de personnes avec différentes compétences que pour savoir comment est faite la puce, c'est pratiquement impossible parce que ça demande tellement d'étapes. Ça demande l'architecte, ça va demander donc qui fait le design, mais lui il fait ça sur un crowbar. Ensuite, la personne qui transforme le crowbar en design électronique. Ensuite, tu as celui qui fait le design électronique qui le transforme en code de puce. Et ensuite, il y a une autre personne qui fait tout le design qui est incompréhensible de fil sur la puce. Mais ça demande tellement de compétences, et ça coûte une fortune, que de pouvoir copier une puce, je pense que les Chinois, ils arrivent à scanner la puce et à déchiffrer en faisant ça. Mais c'est compliqué. Alors le moyen le plus facile de pomper, c'est par les personnes qui sont dans la boîte, quoi. Voilà. C'est assez facile aussi alors moins sur certaines technos, mais de découper, ça coûte beaucoup moins cher de découper, de faire du rétro-engineering plutôt que de développer. Après, c'est une histoire de coût. C'est ça. Oui, une des premières protections qui est demandée d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai mis dans le plexiglas, ouais. C'est protégé là. C'est ça. C'est pour lutter contre le reverse engineering, typiquement. Un des endroits aussi où on pense pas forcément à mettre de la sécurité, c'est le MS, celui qui va fabriquer les cartes électroniques et qui va charger le code. C'est un peu là où je voulais en venir. Voilà, il y avait un exemple aussi que j'avais en tête. C'est un endroit où c'est très facile de... un des points qui est fait régulièrement, c'est que vous faites 100 produits. Le MS en fait 50 à côté pour son compte, donc vous ne pouvez pas suivre les produits vraiment fabriqués ou simplement charger. Il y a une quantité phénoménale de produits qui n'ont pas de secure boot, par exemple. Donc si vous n'avez pas de secure boot, la première personne qui arrive vient charger votre soft et il fait une copie. Et c'est hallucinant la facilité qu'ils ont à faire du reverse engineering là-dessus. Ils ont plein d'outils. Et ça peut amener aussi, pareil, sur la sécurité. On ne se rend pas compte de la facilité des outils qu'ont maintenant les gens, pour les vrais hackers, pour aller chercher ces infos-là. À terme c'est ce que j'essayais d'illustrer. C'est ce que je voulais dire. On a un peu donné un bâton pour se faire battre, puisque aujourd'hui, on ne fabrique plus en Europe. Donc, quelque part, on donne nos designs à des gens qui sont, je ne veux pas stigmatiser l'Asie ou les Chinois, mais c'est des gens, la notion de propriété intellectuelle et de copie, c'est pas tout à fait la même que la nôtre. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voyez ou combattez. C'est typiquement ce qu'on a vu avec SolarWinds, par exemple, qui du coup a chargé une mauvaise version de logiciel, ce qui fait que on a eu quand même pas mal de problèmes derrière. Après. En fait, pareil, on peut imaginer des architectures qui vont nous permettre de faire fabriquer justement le code ou l'ASIC générique ou le chip générique en Asie, et puis pouvoir se réserver la fabrication du Secure Element ou de l'IP justement qui nous est propre en Europe. Donc voilà, c'est aussi à ça qu'il faut réfléchir pour se protéger de ces enjeux-là.
mais on n'y est pas. Pour fabriquer chez les EMS, je sais qu'il y a par exemple Trusted Object qui fait un produit qui permet de sécuriser le nombre de produits, sécuriser le chargement du produit et de vérifier qu'on a bien fabriqué le bon nombre de produits. Donc après, on va utiliser les puffs aussi. L'idée, c'est vraiment d'avoir une empreinte digitale sur le produit pour sécuriser et avoir le référencement des produits qu'on a. Et ça évite également de se faire voler des choses. Mais il faut accompagner, effectivement, il faut avoir des partenaires de confiance et il faut les accompagner dans cette démarche-là. Je crois que l'un d'entre vous a parlé justement de confiance dans le design. Comment vous pouvez vous assurer justement que ces nouvelles puces, ce que vous envoyez en fabrication, ne revient pas avec des fonctionnalités additives non souhaitées? Vous avez un moyen d'auditer Aujourd'hui, non. Bon. Aujourd'hui, non. Mais par contre... Tu nous rassures vachement, Marie-Sophie. Non, mais... Oui, mais c'est pour ça qu'on est là. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir justement aider à mettre en œuvre des outils qui vont permettre et faciliter l'audit de ces puces au retour des fabs. Donc voilà, on commence à y travailler, on essaye d'automatiser certaines attaques et certaines vulnérabilités, mais ça ne fait que commencer. La question est intéressante de savoir s'ils mettent un petit code, non pas une graphe, quelque chose qu'on n'avait pas au courant. Comment on peut savoir? Je ne sais pas. C'est tellement compliqué. Mais par contre, après, à un moment donné, il faut qu'il y ait un bout de code au sein de la puce qui puisse récupérer cette info. Donc ça ne se fait pas tout seul. Hein. Alors, c'est en ça où on essaye, nous, d'anticiper tout ce type d'attaque et d'être capable de les générer, de les simuler pour pouvoir ensuite comprendre comment on va s'en protéger. Donc, c'est vraiment l'ADN des travaux de recherche qu'on fait. Donc voilà, tu me donnes pas mal de cas d'usage concrets, mais c'est exactement ça. Pardon. On a aussi la problématique de la sécurité sur les liaisons de communication. On travaille beaucoup en communication entre devices et la fiabilité du protocole de communication est un enjeu également, puisqu'on travaille sur des chips qui sont livrés souvent avec des stacks logiciels. Donc ça, c'est génial en termes de time to market. Ça permet de développer très rapidement des choses. Potentiellement, vous pouvez faire alors, allumer votre LED via le réseau mesh en un jour. Après, c'est un peu plus long quand même de développer le reste. Mais au moins, la LED, vous l'allumez en un jour en réseau mesh. Par contre, c'est des stacks logiciels qui sont fournis par les fabricants. Et on se pose la question de quelle est la sécurité sur ces éléments-là et surtout quelle est l'évolution de ces stacks logiciels. C'est-à-dire qu'il y a des vulnérabilités qui sont connues et des fois les stacks logiciels ne suivent pas l'évolution par rapport à ça. Donc il y a une vraie importance de choisir le bon partenaire au niveau du chip, aussi quelqu'un de confiance, mais quelqu'un dont on sait qu'il est potentiellement propriétaire de la stack et pas qu'il utilise une tierce partie et qui va amener cette démarche, cet effort de suivre sa stack et de corriger les failles lorsqu'elles apparaissent. Grâce ou à cause du Covid, on entend beaucoup parler de shortage de composants. C'est des choses que vous rencontrez, que vous arrivez à résoudre? Est-ce que c'est un enjeu justement pour que ces nouvelles puces, est-ce qu'elles risquent de nous arriver finalement dans 5 ans au lieu de demain? Je sais pas, on va retomber sur dépendance asiatique, forcément. Aujourd'hui, pour l'instant, nous, on a fait développer notre puce, là, la faire produire, on n'a pas de problème. Alors, c'est parce que c'est un chemin différent. Par contre, aujourd'hui, j'ai un problème énorme pour avoir du matériel Edge computing. J'ai des délais de 4 mois, 5 mois pour juste acheter un petit PC embarqué, quoi. C'est hyper compliqué, là. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, oui. C'est pas beaucoup, là. Et par exemple, rien que pour des raisons personnelles, aujourd'hui, j'ai acheté une cuisine et pour avoir une machine à laver, il faut attendre 6 mois. Mais parce qu'il manque une puce. Hein. Donc de toute façon, les fournisseurs de machines à laver, c'est tous les mêmes. Hein. C'est une entreprise qui les fabrique. Et ils ont toutes les mêmes puces. Et cette puce, elle n'arrive pas, donc ils ne peuvent pas fournir de machine à laver. Si vous voulez avoir...
Si vous voulez avoir plus d'infos, allez demander aux fabricants de puces. Chez ST, je crois ils sont ravis de répondre à la question, parce que je crois que tout le monde doit leur poser la question, c'est une cata. Non, c'est un vrai problème. Alors, ST, je ne sais pas, mais ouais. je pense qu'ils sont dans le même ordre de grandeur qu'Intel. Ouais, ouais. Intel annonce 60 semaines de shortage, donc c'est une grosse année, on va dire. Ouais. Et je pense que si vous êtes effectivement un gros petit, donc en dessous de centaines de milliers d'exemplaires, vous allez avoir plus que 60 semaines. Eh ben non, en fait, c'est surprenant, mais non, on se rend compte, il y a des lignes automobiles qui ont dû s'arrêter à cause de ça. Nous, on a un problème avec un client, un gros client machine à café qui en fait des quantités et qui se retrouve en difficulté sur ces composants-là également. Et au jour le jour, effectivement, nous, ça nous pose des problèmes. Alors, on va voir l'horizon, ils annoncent la fin de cette période-là, Q2 2022. Mais on a la problématique de se dire sur quels composants on part sur des nouveaux designs. Parce que même avoir des échantillons, c'est pas toujours si simple que ça. C'est bête, mais c'est... Et du coup, c'est vraiment une grosse interrogation. Ça nous amène à faire des choix plus compliqués, pas forcément ceux qu'on aurait fait au départ. C'est vraiment une problématique à laquelle on est confronté tous les jours. Et c'est vrai sur le silicium, mais c'est vrai également sur les passifs. Alors pour plein de raisons différentes, hein, j'étais allé voir un petit peu pour savoir, parce que c'est une dinguerie hein, en ce moment. Si vous n'avez pas du délai de 50 semaines, c'est bien. J'ai vu un chiffre, c'était sur un site où ils annonçaient 2027. Bon, ça commence à faire loin, ça, quand même. C'est intéressant, oui. Mais non, il y a plein de choses, c'est vraiment un jeu de circonstances qui a fait que Intel qui s'est planté sur différentes technos, lancement de production, AMD qui a récupéré, mais AMD ne fabrique pas les chips eux-mêmes, ils sous-traitent, ils sont fabless. Voilà, ils sous-traitent à TSMC qui a du coup éjecté d'autres personnes de la ligne. Puis après, on a des tremblements de terre, on a le Texas qui a un peu gelé, il y a eu à Taïwan des pénuries d'eau, le Covid, il y a l'usine Renesas qui fabriquait tous les chips automobiles qui a flambé. Il y a plein de circonstances qui font que c'est une catastrophe complète. C'est pas que lié au Covid. Ouais. Non, il n'y a pas que le Covid. Et puis derrière, en plus, il y a le phénomène d'allocation. Demandez-vous pourquoi vous aviez du mal à trouver des pâtes ou du PQ pendant le Covid. Hein, c'est exactement pareil. C'est que tout le monde s'est jeté sur le stock et voire à passer plein de commandes à différents fournisseurs. Et ça devient une vraie dinguerie. Ouais. Et à côté de ça, il y a aussi le sujet de la petite bisbille entre la Chine et les États-Unis qui aide pas. Pourquoi on ne produit pas en Europe alors ? On en revient sur, effectivement, dépendance, c'est peut-être un mot qui est un peu compliqué, mais qui reste d'actualité, la souveraineté européenne, etc. Je ne sais pas, c'est un bien grand mot, mais c'est un peu le cheval de bataille du CEA, effectivement, qui essaye de ramener des choses en Europe. Ça, c'est des choses, par exemple, Christian, vous produisez en Asie ou vous produisez sur une chaîne européenne aujourd'hui ? Je ne peux pas le dire, mais en tout cas... J'aurais pas dû poser la question, désolé. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les technologies, il n'y a pas les technologies en Europe pour faire des gravures aussi petites, donc non. C'est le fond du problème, donc c'est pas demain qu'on va résoudre, même si on rapartit il suffit 3 de mettre usines. de l'argent sur la table, hein. Les machines, elles sont faites en Hollande, donc il suffit d'aller en Hollande pour les acheter. C'est beaucoup d'argent. Hein. Et donc, c'est quand même l'Europe qui produit les machines pour faire des puces. Hein. C'est une grosse boîte hollandaise. C'est beaucoup d'argent. Et puis, techniquement, ça demande aussi du temps d'avoir une fab expérimentée. Pour Mais que ça on tourne. a la techno. Voilà. On la vend aux Chinois. Je suis plus sûr qu'on n'ait pas perdu le savoir-faire. C'est Steve Jobs, avant qu'il disparaisse, il disait, il a vu le prix exorbitant où il vend ses téléphones, et il le reconnaissait lui-même. Il disait avoir largement de quoi racheter des usines et effectivement produire sur le sol américain. Et juste, ils n'avaient plus la main-d'œuvre et le savoir-faire pour faire ça. Et il en appelait justement au gouvernement de l'époque, alors je ne me rappelle plus quel était le président, mais il les interpellait en disant moi, je veux bien ne pas produire en Asie. Mais... Donc la dépendance, effectivement, la souveraineté, pour prendre un grand mot, effectivement, on est peut-être allé un peu loin dans un sens et ça ne va pas se faire. Ce n'est pas demain qu'on va revenir complètement dans l'autre sens. Non, puis on parlait du problème de compétences. Et du nombre, même si on a des experts très pointus, en fait, en face de nous, on a quand même des équipes innombrables qui, du coup, peuvent arriver très vite et font à notre place aujourd'hui. TSMC grave à 3 nanos, là, des puces Apple, donc et puis Intel, ils n'ont pas réussi à suivre, ils sont à 7 nanos, ils ont du mal. Donc,
c'est compliqué de combattre, d'aller dans le nano d'ailleurs, hein. Tu parlais des machines qui gravent, effectivement, qui sont faites par ASMC en Hollande. Ouais. C'est aussi, on a en France, à Grenoble, Soitec, qui fait les substrats wafer, tous ceux qui sont utilisés sur la 5G, c'est eux qui le font. Par contre, là, il y a un enjeu aussi par rapport à ça, parce qu'ils sont en concurrence directe avec les Américains. Et là, on l'a vu avec Les sous-marins. avec les sous-marins, ouais, ça se passe pas toujours super bien. Et Soitec a des vrais problèmes. Ils se font attaquer sur des brevets, mais plus sur de la réputation, sur des fausses attaques, un peu comme ce qu'avaient fait les Américains avec le Concorde. Donc on regarde beaucoup à l'Est, mais il y a aussi à l'Ouest. C'est une guerre économique. On est bien hein. d'accord. Et les enjeux pour la ligne de prod, c'est les machines de SMC, c'est des trucs qui coûtent 100 millions. Une ligne de prod pour faire les gravures, c'est 1 milliard à 10 milliards. Donc c'est vraiment des gros chiffres. Je vois l'heure qui tourne, donc je voudrais laisser un peu de temps pour prendre quelques questions. Oui, Je vas-y. me permets juste, parce qu'on parle de souveraineté, moi j'aimerais parler de l'opportunité du Made in France. Parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur au sein de Ayrton. En fait, on a peur d'aller en Chine. La peur ne doit pas être la meilleure raison de revenir en France. Il y a plein de bonnes raisons de revenir en France. Alors, on constate ça auprès de nos partenaires, nos clients, qui veulent de plus en plus faire du Made in France. Et là-dessus, il y a la raison écologique pour produire au plus près du client, pour maîtriser l'empreinte carbone, pour maîtriser aussi les partenaires, parce que ce n'est pas forcément évident à maîtriser en Chine. Il y a des raisons économiques aussi. On oublie, on pense toujours qu'aller produire en Chine, c'est moins cher. C'est pas vrai dans tous les cas. Sur des petites séries, moyennes séries, ça coûte moins cher de produire en France, parce que si vous mettez bout à bout tous les coûts de support, de transport, de présence locale et les problématiques, ça devient très coûteux. Donc il y avait une vraie idée de revenir en France. Par contre, ça se fait sur des produits très bien industrialisés. Un produit qui est mal industrialisé, on va avoir du mal à le fabriquer en France. En tout cas, on va avoir du mal à le fabriquer au bon coût. Par contre, un produit bien industrialisé, ça sera un produit peu coûteux. Et puis, il y avait la conférence hier matin avec Juliette Funet, je pense qu'ils ont parlé de ça. C'était la quête de sens. On est, nous, avec des clients, et puis nous, designers aussi, à la recherche de ce sens, de faire des choses qui ont du sens, qui sont en respect avec nos valeurs. Que ce soit écologie, faire du local ou même du social, en faisant par exemple du travail d'aide à l'insertion des travailleurs handicapés par le travail. Donc on a vraiment cette quête de sens qui a un paramètre important. Et tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on a de plus en plus cette volonté de produire en France. Et on a un exemple emblématique à Ayrton où on accompagne dans son retour en France justement la société Luni, la fabrique à histoire. Et ça, c'est un super produit qui se vend à 200 000 exemplaires. C'est le produit le plus vendu dans les jouets enfants. Et eux ont décidé de revenir en France pour toutes ces raisons. Et puis, en plus, c'est très fort parce qu'ils en font une opportunité marketing également. Ils communiquent beaucoup là-dessus. Donc, c'est vraiment cette idée de Made in France. Faut penser que ça se fait au bon coût, par contre, sur un produit toujours très bien industrialisé. Et là, j'en profite juste, au sein de Ayrton, on avait un manque là-dessus. Et on a intégré récemment la société Start & Fab, où c'est une équipe d'experts en industrialisation. Et eux ont vraiment l'expérience d'accompagnement des sociétés autour de l'industrialisation. Et tout ça, toujours dans la démarche d'essayer d'accompagner un peu plus le client sur tous ces domaines, sécurité, industrialisation et toute la chaîne IoT. Okay, merci. S'il faut voir quelque chose dans le Covid, c'est peut-être effectivement la prise de conscience de notre dépendance un peu trop sur l'international et effectivement profiter de l'opportunité pour ramener des choses et des produits qui ont du sens. Je vous remercie pour cet échange enrichissant. Il nous reste quelques secondes pour quelques questions dans la salle, si vous en avez. Je garde le micro pour des raisons sanitaires, mais je vous le prête temporairement. Pardon. Oui, bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure TSMC à Taïwan, et puis après, donc, un des problèmes pour faire revenir des capacités, c'est les compétences également, c'est-à-dire qu'on ne les a plus. Mais il y a également un autre sujet, c'est, vous parlez des 3 nanomètres, et chaque fois qu'ils veulent faire une nouvelle puce, c'est plusieurs milliards qu'il faut investir aussi. Parce que ce n'est pas non plus, peut-être c'est ça la barrière aussi, enfin, les milliards servent également à payer les gens, les former, etc. Donc, voir si c'est pas ça une des barrières. Et j'avais une deuxième question, c'est il y a quelques années, il y avait une attaque industrielle en Iran sur des systèmes SCADA.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez peut-être d'un autre cas similaire où, via le hardware, il y a une faille de cybersécurité majeure qui pourrait éventuellement attaquer des usines en Europe? Alors, TSMC, en fait, ils ont eu de la chance, ils travaillent avec Apple. Donc, Apple, ils mettent de l'argent. Et nous, on n'a pas d'Apple chez nous. Hein. Donc, voilà, on va travailler. Et ça va être difficile de se battre tant qu'on ne crée pas des Apple. Et les Apple vont venir d'une start-up, de jeunes, parce qu'Apple, c'est une start-up. Et je reviens toujours à mon kit éducation. Si on ne forme pas nos jeunes à ces technos, que ce soit des puces, de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs ne sont pas formées sur l'IA. Alors si, l'IA, mais pas du deep learning. Par exemple, les derniers technos, ils sont formés sur l'IA d'il y a 50 ans. Si, je viens d'une école d'ingénieur, je peux vous dire, c'est pas des arts et métiers, donc c'est pas dans leur cursus. Et justement, avec ce développement, moi, je veux pousser les jeunes, et c'est pas aujourd'hui, c'est dans 5 ans. Il faut qu'on ait plein de jeunes qui connaissent les technos et ça, c'est intéressant. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent créer des startups. Donc ça c'est pas en France. On a créé ce mouvement startup, mais bon, ça sera peut-être dans 15 ans, 20 ans qu'on aura des Apple en France. Mais si on lance pas cette envie d'apprendre des technologies et de créer la nouvelle technologie, on va pas créer des Apple. Peut-être sur la deuxième question, Marie-Sophie, non ? Sur la sécurisation des SCADA, oui, aujourd'hui, il y a une réelle menace. Après, tout le monde en est conscient. Par contre, il y a un vrai souci entre comment on sécurise. C'est le fameux enjeu IT-OT. Donc voilà, l'IT est très sécurisé. L'OT se sécurise différemment parce qu'on a ce côté aussi sûreté de fonctionnement qu'on n'est pas prêt à arrêter comme on le fait pour une mise à jour dans l'IT. Donc il y a beaucoup de travaux de recherche sur le sujet et beaucoup d'industriels qui sont bien conscients du problème et qui investissent. Donc typiquement, on a participé au groupe de travail de cybersécurité pour le comité stratégique de filière des nouveaux systèmes énergétiques et pour mettre en œuvre une roadmap de manière à ce que la filière puisse lutter contre ce type d'attaque. Mais voilà, donc il y a des produits qui commencent à sortir, mais voilà, c'est encore très très balbutiant. Donc encore une fois, nous on avait fait des démonstrations sur des boîtiers de sécurité qu'on peut rajouter dans le réseau OT pour détecter des attaques et puis pouvoir du coup isoler des parties de réseau. Mais voilà, ça n'est qu'un embryon de solution. Je vous remercie, je suis désolé, on est rattrapé par le temps, donc les échanges étaient riches. Je peux que vous engager à continuer ces échanges. Vous avez tous un stand, je crois, qui est plutôt côté... J'en ai pas, mais... on t'accueillera avec grand plaisir sur le stand de Minologique. Donc n'hésitez pas à venir à l'encontre de nos experts si vous voulez poursuivre ces débats. Et puis on vous souhaite une très très belle fin de salon. Et on remercie surtout nos 3 intervenants pour leur prestation d'aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.